on faisait une année en commun avec génie civil et après donc il y avait des spécialités parmi lesquelles donc il y a les spécialités sur la géotechnique, la géologie et bien sûr la géophysique, hydrologie, hydrogéologie. J'ai eu l'occasion de travailler sur plus d'une centaine de projets de développement, des études à l'échelle nationale et internationale, qui ont un focus en quelque sorte commun sur bien sûr les ressources en eau, la gestion des ressources en eau et un peu l'environnement et aussi le développement durable. Donc on prendra une deuxième question ici posée en anglais. According to your expertise, do you think there is enough groundwater and aquifers to support the creation of more irrigated perimeters? And what do you think in general of the management of these zones? Are they the solution for the water problem? Il y a l'IoT, il y a la télédétection. En termes de technologie, il y a l'intelligence artificielle. Parce que l'ingénieur, il amène au chercheur les questions, les grandes questions auxquelles il fait face pour la gestion, par exemple, des ressources en eau. Et c'est au chercheur de mener ses recherches dans les laboratoires, dans la réflexion, dans l'analyse des données pour répondre aux besoins de l'ingénieur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue encore une fois avec les webinaires organisés par MIT Academy. Donc, ravi aujourd'hui de recevoir Cheikh Samad Hadri pour nous parler d'un sujet qui est très très important, très intéressant, aussi un sujet urgent, c'est la problématique de l'eau, c'est les ressources en eau, le stress hydrique, vraiment des sujets extrêmement intéressants, extrêmement importants à traiter et aussi à faire découvrir ou bien faire c'est-à-dire faire l'actualité, faire le point sur ces éléments pour les jeunes ingénieurs et aussi pour les futurs ingénieurs et même pour aussi tous les gens qui s'intéressent à ce sujet-là de la problématique de l'eau. Peut-être les deux problématiques, donc à l'échelle mondiale, c'est l'énergie et l'eau, les plus grandes, parmi les plus grandes, donc à traiter aussi, qu'il faut prêter beaucoup d'attention. Et donc, merci beaucoup, Cheikh Samad, d'avoir accepté l'invitation de MIT Academy. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Salam alaikum, séance. Encore une fois, salam ala l'ensemble des gens qui nous suivent. Merci beaucoup à MIT Academy de m'avoir donné cette opportunité et aussi pour l'invitation. Donc, j'encourage très bien sûr, ces initiatives qui vont bien sûr pour l'accompagnement et la formation des jeunes et surtout des jeunes ingénieurs. Donc, merci beaucoup pour ces initiatives, merci pour vos efforts et je vous souhaite, Inch'Allah, bon courage et bonne chance dans votre mission et c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Cheikh Samad. Cheikh Samad, avant d'entamer donc les sujets de ce live qui est donc les enjeux de l'ingénieur conseil marocain dans le domaine des ressources en eau et aussi les domaines qui sont liés, eh bien, on veut bien donc savoir un petit peu votre parcours académique, professionnel et aussi vous faites de la recherche. Donc, on aimerait bien découvrir ces différents parcours. Merci. En fait, bon, je vais donner un peu brièvement le parcours, surtout académique et professionnel. Donc, moi, Samad Hadri, donc j'ai eu mon baccalauréat sciences mathématiques en 2005 à Khouribga, à la ville de Khouribga. Après, donc j'ai intégré les classes préparatoires à la ville d'Agadir. Donc, après, bien sûr, 2 ans de classe préparatoire, vous savez très bien comment ça se passe. Donc, beaucoup de challenges. Après, donc, j'ai réussi à intégrer l'école Mohammed des ingénieurs, donc, dans la spécialité génie minéral. Donc, bien sûr, dans laquelle j'ai passé, bien sûr, 3 ans pour, en fin de compte, obtenir le diplôme d'ingénieur d'État, aussi officier de réserve. Donc, dans cette spécialité, en fait, le génie minéral, c'est en quelque sorte, c'est une option, une spécialité entre le génie civil et les géosciences. Donc, on faisait une année en commun avec génie civil et après, donc, il y avait des spécialités, parmi lesquelles, donc, il y a les spécialités sur la géotechnique, la géologie, et bien sûr, la géophysique, hydrologie, hydrogéologie, etc. Et bien sûr aussi, il y a le génie minier qui concerne l'exploitation minière. Donc,
suite à ce parcours donc académique, donc j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2010 et depuis donc j'ai intégré un bureau d'études donc bien sûr dans le même domaine, donc dans le domaine des ressources en eau et de l'environnement. Dans ce bureau d'études, bien sûr, j'ai passé 12 ans, donc c'est pas peu, donc ça s'est rapidement passé. Donc depuis 2010 jusqu'à 2022. Et bien sûr, au niveau de ce bureau d'études, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur plus d'une centaine de projets de développement, des études à l'échelle nationale et internationale, et donc qui ont un focus en quelque sorte commun sur bien sûr les ressources en eau, la gestion des ressources en eau et un peu l'environnement et aussi le développement durable. Donc en 2013, j'ai été nommé directeur technique de ce bureau d'études. Donc et depuis, j'assurais cette fonction jusqu'à mon départ en 2029, en 2022. En parallèle à ce parcours professionnel, donc j'ai décidé en 2016 de m'engager encore une fois dans les classes et dans les bancs des amphis de l'université. Et là, donc, j'ai décidé d'intégrer une parcours de doctorat, donc de thèse dans l'université Qadi Iyad, toujours dans la même spécialité, bien sûr, la spécialité qui me concerne et qui m'intéresse, c'est bien sûr les ressources en eau, l'hydrologie en particulier et l'environnement. Et bien sûr, depuis 2016 jusqu'à 2021, donc j'ai fait un parcours de 5 ans de doctorat, de thèse, donc en parallèle avec mon travail en tant qu'ingénieur. Donc c'était pas facile, c'était un peu très challenging, comme on dit. Mais bon, ça a été aussi l'occasion d'apprendre beaucoup de leçons, de profiter un peu de cet âge, donc des fins des vingtaines et des débuts des trentaines, donc pour essayer un peu d'avoir encore un diplôme après le diplôme de l'ingénieur. Et heureusement, alhamdoulilah, donc j'ai eu mon diplôme d'ingénieur donc en 2021. Et donc, comme j'ai dit, dans ma spécialité hydrologie et environnement. C'est le doctorat. Vous avez eu la thèse, je veux dire. La thèse, oui. Donc la thèse, et bon, ce diplôme notamment, donc m'a permis un peu de changer un peu le gap et d'aller vers la recherche. Et donc en 2022, donc bien sûr j'ai postulé pour des professeurs au niveau de l'université Benguerir. Et c'était d'ailleurs mon premier essai en quelque sorte pour aller dans la recherche. Et ça a réussi. Donc j'ai pu intégrer cette université de renommée. En tant que senior scientist, toujours dans le même domaine. Et plus particulièrement, je travaille maintenant dans le IWRI, c'est le International Water Research Institute, l'Institut international des recherches, de la recherche sur l'eau. Et depuis presque maintenant 10 mois à peu près, donc je travaille dans cet institut. Donc, je suis en phase transitoire en quelque sorte entre l'ingénierie, le métier de l'ingénierie et le métier du chercheur. Et donc, j'apprends encore une fois, donc et j'essaie de me mettre dans cette nouvelle peau de chercheur, mais tout en gardant bien sûr les bonnes pratiques de l'ingénieur. Donc voilà, c'est rapidement un peu le parcours. Donc, on peut peut-être donner plus de détails par la suite. Oui, bien sûr. Donc, nous y reviendrons par la suite peut-être à cet aspect de recherche scientifique et aussi, donc, est-ce que l'ingénieur peut entamer est-ce que vous conseillez déjà ça? Donc, on peut traiter cette question à la fin. Cheikh Samad, par rapport déjà, donc, à cette question de la problématique de l'eau, on a toujours entendu parler du stress hydrique, on a de la rareté de l'eau, on a des problématiques, on a tous vu ça, entendu. Ça fait plusieurs années qu'on entend ça. Est-ce que vous pouvez nous résumer peut-être les enjeux, les challenges actuels dans ce domaine des ressources en eau, ce stress? Est-ce que c'est un stress, c'est un vrai stress hydrique?
Qu'en est-il par rapport donc aux enjeux peut-être posés par ce débat-là, donc discuter et on va dire cette grande problématique de l'eau. Donc, est-ce que vous pouvez nous tracer un petit peu les grandes lignes de ces défis? Oui, oui, bien sûr, Sinus. Je pense en termes de défis et d'enjeux pour ce métier d'ingénieur, je pense qu'ils sont bien sûr assez nombreux. On ne peut pas bien sûr être exhaustif là-dedans, mais en quelque sorte, je pense que même les enjeux, bon, enjeux et défis, ce sont des choses déjà différentes, mais on va essayer un peu de parler des deux. Je pense qu'il faut peut-être parler de deux niveaux. Il y a un niveau peut-être d'enjeux et de défis techniques, et un peu pour l'ingénieur, il y a aussi des enjeux et des challenges qui sont d'un ordre, on peut dire, peut-être pratique. C'est en termes de l'exercice du métier de l'ingénieur. Peut-être si on commence déjà avec les problématiques d'ordre un peu technique. Donc, je pense que vous avez déjà évoqué quelques challenges ou quelques défis en matière technique. Et je pense, concernant ce volet, particulièrement, donc, la question à laquelle la grande question à laquelle fait face l'ingénieur ressources en eau maintenant, c'est vraiment la question de la rareté de l'eau. Et si on parle de la rareté de l'eau, bien sûr, vous avez certainement entendu parler de pas mal de discours, pas mal de déclarations, que ce soit officiel, que ce soit d'experts, que ce soit de consultants et bien sûr même de médias concernant cette problématique. La rareté de l'eau, donc c'est un fait en quelque sorte. Scientifiquement parlant et aussi en prenant comme témoin les réalités que nous vivons. Donc, la rareté de l'eau ou la sécheresse est devenue en quelque sorte structurelle dans le contexte marocain et non pas vraiment conjoncturelle. Et bien sûr, plusieurs indicateurs témoignent de cette situation. Donc, on ne peut pas beaucoup entrer dans le détail parce que c'est pas l'objet de cette rencontre. Mais je pense, si on donne juste quelques exemples, donc en termes déjà de dotation à la personne, qui est allouée ou là qui est normalement la réserve ou ce qu'on appelle la dotation à la personne au Maroc maintenant, il est de l'ordre de 600 et quelques mètres cubes par personne par an. Et il était, par exemple, dans les années 60, de quelque chose de 2600 mètres cubes par personne par an. Et donc, on est déjà vraiment dans le bas de la pénurie en eau, et on peut passer rapidement, et je pense que ça va être le cas dans les prochaines années, à ce qu'on appelle le stress hydrique. Donc, un pays dans le stress hydrique, c'est-à-dire il y a moins d'eau, il y a moins surtout d'accessibilité à cette eau. Et ce qui un peu caractérise le Maroc, c'est cette irrégularité un peu spatiale et temporelle des précipitations. Et c'est ce qui un peu cause le plus de problèmes, parce que on a une zone nord, le nord du pays, qui représente, peut-être si on prend par exemple l'exemple des bassins de Lekous et bassins de Sbou, qui représentent 7% en termes de superficie, mais ils reçoivent quelque chose comme plus de 90% des apports. Par contre, le reste du pays, qui sont les 93%, ils ne reçoivent que moins de 10%. En termes d'apport en eau, que ce soit surtout en eau de surface. Donc, cette irrégularité rend qu'il y a vraiment une abondance, qu'il y a des quantités ou des volumes d'eau importants dans des régions qui sont très circonscrites et limitées dans l'espace, mais dans la plupart ou dans la grande partie du pays, donc on assiste à une situation de pénurie, à une situation de rareté, et bien sûr qui devient de plus en plus, d'une année à l'autre, plus flagrante et plus importante, du fait que, bien sûr, il y a moins de précipitations, parce que maintenant, si on donne l'exemple de ces dernières années, donc ces 5 dernières années, donc c'était des années de sécheresse, c'est-à-dire on a reçu des précipitations qui sont vraiment très faibles par rapport à la moyenne des précipitations annuelles. Et aussi, donc, depuis, on parle dans quelques statistiques, que depuis au moins 60 ans, on n'a pas vécu une situation similaire. Donc, la rareté en eau donc, se manifeste aussi dans les problématiques
de faible niveau, donc des retenues des barrages. Les taux de remplissage, ils ont enregistré cette année, par exemple, l'année dernière, 2022, des taux vraiment très bas. Il y a aussi le niveau piézométrique au niveau des nappes qui a chuté de plusieurs mètres, voire de plusieurs dizaines de mètres dans quelques nappes. Donc, vraiment, la question, elle est très sérieuse. Et regardant bien sûr cette demande en eau qui est aussi de plus en plus importante, vu bien sûr l'accroissement démographique, vu l'activité socio-économique ou économique qui est toujours en développement. Donc la demande, bien sûr, elle est en constante augmentation et bien sûr avec une offre qui ne peut pas suivre cette demande. Donc ce qui met le pays en entier dans cette pression, sous cette pression de rareté en eau, et bien sûr ça c'est brièvement c'est un peu le défi majeur auquel l'ingénieur fait face aujourd'hui, et bien sûr aussi le chercheur, parce que ils ont pas mal de points en commun, bien évidemment. Aussi, bien sûr, c'est un autre défi qui peut-être aussi il est très lié à ce premier, c'est le changement climatique ou les changements climatiques, et bien sûr beaucoup d'études et beaucoup de recherches ont placé la région méditerranéenne comme une région, un point noir, ou ce qu'on appelle un hotspot en termes de submission donc des impacts de changement climatique, surtout en termes d'augmentation de température et de diminution des précipitations. Et je pense qu'il y a même presque un consensus donc des études dans ce sens, et les projections dans les horizons 2050, 2100, ils sont pas du tout optimistes concernant cette région du Méditerranée, et plus particulièrement le Maroc, malheureusement. Donc il est situé dans une zone vraiment qui va subir le plus de pression et d'impact de changement climatique. Donc chose bien sûr qui défie encore l'ingénieur, et bien sûr qui pousse que ce soit l'ingénieur ou le chercheur à trouver les solutions adéquates et appropriées pour faire face à cette situation. En termes toujours de défis, donc il y a la problématique de ce qu'on appelle la gestion ou la tragédie du bien commun. Donc en qualifiant l'eau comme un bien commun, donc il y a une tragédie de gestion de ce bien commun, parce qu'il y a ce qu'on appelle une rivalité ou une concurrence, bien sûr, en termes d'utilisation et d'exploitation de ce bien ou de cette ressource. Donc, bien sûr, si on a une rivalité, si on a plusieurs compétitions, bien sûr, pour exploiter cette ressource, donc sa gestion, il devient de plus en plus complexe et difficile, et demande plus, bien sûr, de réflexion, plus d'efforts pour trouver vraiment les solutions qui vont permettre à tous les demandeurs en eau, ou toutes les parties prenantes, une eau, bien sûr, qui est convenable et qui respecte un peu l'offre en eau qu'on a dans nos bassins versants. Donc, cette gestion intégrée des ressources en eau, tout en tenant compte, bien sûr, des potentialités dont nous disposons, et aussi des besoins de chaque secteur ou de chaque population. Donc, c'est vraiment aussi un défi ou un challenge auquel on fait face à travers, bien sûr, la modélisation, l'optimisation, etc. Il y a aussi, en termes toujours de défis, surtout sur le plan technique, comme j'ai dit, donc il y a aussi l'irrigation au niveau de l'agriculture. Et comme vous le savez très bien, donc même le HCP, il l'a annoncé dernièrement que, et bien sûr ça aussi c'est très connu, c'est que l'irrigation ou l'agriculture au Maroc, il consomme quelque chose comme 87% donc des ressources. Et ça c'est vraiment important par rapport bien sûr aux 13% qui restent pour tous les besoins en termes d'alimentation en eau potable et d'alimentation en eau industrielle et touristique, etc. Donc c'est-à-dire que l'agriculture, elle pèse lourde sur cette ressource, et bien sûr, c'est à l'ingénieur et au chercheur de trouver comment, bien sûr, rendre
efficient et économe cette pression, cette utilisation des ressources en eau par l'agriculture. Donc ça aussi c'est parmi les challenges. Il y a aussi le domaine de l'eau potable et de l'assainissement. Donc bien sûr l'ingénieur il est aussi appelé à trouver les bonnes solutions pour la généralisation en quelque sorte de l'eau potable pour toutes les communautés. Bon, bien sûr, heureusement le Maroc il enregistre des taux qui sont très satisfaisants en termes d'alimentation en eau potable. Je pense maintenant on est à quelque chose comme 96 ou 97%, donc chose qui réchauffe le cœur. Mais en même temps, il y a beaucoup aussi de défis, même en matière d'alimentation en eau potable, surtout en ce qui concerne la gestion, par exemple, des fuites, les pertes en eau, le vol de l'eau, donc les problèmes des infrastructures de distribution et de stockage, la qualité de l'eau, etc. Donc tout ça, ce sont des défis, bien sûr, qui sont importants. À cela se joint aussi l'assainissement, donc qu'on est très en retard à l'échelle marocaine par rapport à l'eau potable, donc on est vraiment à des pourcentages très faibles par rapport au branchement ou à la mise en service des réseaux d'assainissement, surtout si on parle d'assainissement dans sa vision globale intégrée, c'est-à-dire collecte, traitement et réutilisation des eaux usées et épurées. Donc on est très en retard et on n'a pas vraiment encore trouvé les solutions pour le rural, par exemple, pour les villages, les petits villages où il n'y a pas vraiment les rues, il n'y a pas vraiment cet agencement qu'on trouve dans les lotissements ou dans les zones urbaines. Et il faut vraiment trouver des solutions adéquates aux zones rurales. Donc, il y a moins, par exemple, d'assiettes foncières, il y a moins de possibilités d'accès. Donc, aussi en termes d'épuration. Donc, il faut trouver les solutions vraiment qui sont adéquates, qui répondent aux besoins du rural, surtout en termes de superficie, en termes de non-génération d'odeurs ou de nuisances, donc en termes aussi de possibilités pour la réutilisation, surtout pour l'agriculture au niveau de la PMH. Donc il y a beaucoup de challenges, il y a beaucoup de demandes en quelque sorte. Donc l'ingénieur des ressources en eau, il ne peut qu'être fier, qu'être joyeux de ça parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de chantiers qui sont encore ouverts et qui sont bien sûr demandeurs et qui nécessitent bien sûr l'apport et la contribution de cet ingénieur bien sûr ressources en eau. Comme j'ai dit, je peux pas être exhaustif, mais il y a beaucoup de défis aussi en termes de gestion des réservoirs et des barrages. La problématique dont vous avez parlé certainement de l'érosion dans les zones amont des bassins versants qui cause ce qu'on appelle l'envasement des barrages, et cette problématique qui vraiment réduit chaque année la capacité de stockage des barrages et à laquelle on n'a pas vraiment trouvé de solutions qui sont vraiment propices et efficaces. Il y a aussi la question de la protection des écosystèmes aquatiques. Donc, en termes bien sûr par exemple assurer par exemple les débits environnementaux pour toujours permettre cette vie de la biodiversité au niveau donc des rivières, au niveau des zones humides, au niveau ce qu'on appelle les cibles, les sites à intérêt biologique et écologique. Donc il y a en fait vraiment beaucoup de défis et je pense que les ingénieurs marocains doivent relever ces défis qui sont assez complexes et qui sont assez diversifiés. Et je pense que les ingénieurs marocains ils doivent adopter des approches bien sûr innovantes, des approches durables pour répondre à cette question, à ces défis en quelque sorte. Ça, c'est ce qui concerne un peu la partie technique, c'est les enjeux techniques. Maintenant, je vais passer un peu ce qu'on appelle les enjeux pratiques, c'est-à-dire dans l'exercice. Et ça, c'est aussi un autre type d'enjeu ou de défi. Surtout de défis si on veut être un peu précis. Là aussi, ils sont nombreux, mais bon, d'après bien sûr mon expérience, je vois que l'ingénieur maintenant, il a par exemple, il est contraint à faire face, par exemple déjà au problème de la disponibilité de la donnée, parce que dans notre contexte, donc
il y a peu de stations, il n'y a pas vraiment une couverture assez satisfaisante en termes de stations de mesure et de monitoring des ressources en eau, donc stations piézométriques, stations climatologiques, etc. Donc, et déjà, si ces stations existent, donc il y a vraiment aussi un challenge qui concerne la qualité ou la fiabilité de cette donnée. Et comment, bien sûr, la juger, comme c'est une donnée fiable, comme c'est une donnée sur laquelle on peut nous reposer, bien sûr, pour faire une étude, pour faire des projections, pour faire une analyse, etc. Donc ça c'est vraiment un défi très important. Et je pense, il y a déjà ce défi. Et déjà, est-ce que l'ingénieur, il a accès à ces données? S'il existe. Déjà, est-ce que les données, il existent? Et s'il existe, est-ce que l'ingénieur, il a accès? Et s'il a accès, est-ce qu'il est capable de faire vraiment la bonne évaluation, la bonne étude ou la bonne qualification de ces données en termes de qualité, en termes de fiabilité? Donc, je pense que ça, c'est vraiment un défi important. Bien sûr, il y a, peut-être on peut en discuter par la suite. Donc, il y a maintenant des outils, il y a des technologies qui permettent un peu d'évaluer ces données, qui permettent de compléter ces données. Tout ça, ça existe maintenant et c'est, alhamdoulilah, donc c'est une bonne chose. Mais ça reste aussi toujours un challenge auquel l'ingénieur de nos jours, de notre métier des ressources en eau, donc fait face malheureusement. La deuxième des choses, peut-être à laquelle on peut faire allusion en termes de défis en termes pratiques, c'est aussi la question de charge. Parce que l'ingénieur, et je parle peut-être de mon expérience et peut-être de mon environnement dans les bureaux d'études. Peut-être c'est pas toujours valable dans tous les domaines, dans toutes les sociétés et tous les milieux du travail, mais en général, dans les entreprises et dans les bureaux d'études, donc vraiment l'ingénieur, il a une charge vraiment très lourde en termes de travail. Et là, c'est pas le challenge. Là, il y a la charge. Bien sûr, vous avez entendu parler que les ingénieurs, ils restent très tard le soir dans les bureaux, ils travaillent le week-end, travaillent les jours fériés. Donc tout ça, on entend toujours parler de ça. Mais le vrai challenge dans ça, c'est que ça pousse parfois, ou peut-être dans pas mal de fois, l'ingénieur à ne pas être vraiment très minutieux et très précis et très comment dire, que la qualité de son produit il n'est pas vraiment à la hauteur du fait qu'il a vraiment une charge très importante. Donc ce qui pousse cet ingénieur vraiment à chercher les raccourcis, à essayer de faire les choses vite. Donc peut-être il est informé d'une réunion aujourd'hui à 18h, demain à telle ou date à 9h il doit être avec le ML, avec le gouverneur pour faire une présentation. Donc, il y a beaucoup de challenges comme ça. Et ça, c'est la vie quotidienne d'un ingénieur dans les bureaux d'études ou dans l'entreprise. Et là, vraiment, le problème ici, c'est-à-dire dans ce contexte, dans cette pression et dans cette charge, l'ingénieur, il doit garder toujours son identité. Il doit garder toujours son apport en tant que militant pour bien sûr le développement de son pays. Et ça, c'est pas de faire la conciliation, de concilier entre les deux, c'est pas évident. C'est pas vraiment évident. On peut bien sûr être théorique et faire de la théorie, mais en termes pratiques, c'est pas évident. Donc vraiment cette résistance, cette résilience pour rester militant et essayer de donner le mieux pour ton pays, de faire le travail bien sûr de qualité qui va bien sûr rendre service à ton client en premier lieu et aussi à ta nation et à ton patrie bien sûr par la suite. C'est vraiment pas évident parce que il y a une charge importante, donc surtout dans les petits bureaux d'études, les moyens bureaux d'études, beaucoup d'études, moins de ressources ou là peu de ressources. Donc, ils ont l'habitude de charger les ingénieurs. Et là, c'est vraiment quelque chose qui peut dérailler l'ingénieur de sa mission ou de son chemin de quelqu'un qui doit bien sûr penser ou proposer les solutions bien sûr aux problématiques
des ressources en eau si on veut rester toujours dans notre domaine. Et peut-être si on veut aller un peu encore dans l'analyse concernant cette question, il y a le problème qui pousse les bureaux d'études à faire ça ou les entreprises à faire ça, c'est il y a une tendance, là, il y avait une tendance depuis plusieurs années, je pense 10 ans ou 15 ans, de casse de prix au niveau des marchés publics, ce qui pousse les ingénieurs à proposer des prix, ou là, les bureaux d'études à proposer des prix moindres, bien sûr, pour faire un travail qui nécessite des ressources financières plus importantes. Et là, bien sûr, pour faire ces trade-offs ou pour faire ces compromis, donc les bureaux d'études et le victime en quelque sorte, c'est l'ingénieur. Et ça, c'est un peu malheureux. Heureusement, j'ai entendu parler qu'il y a un projet de loi, ou là, qu'il y a déjà une loi, un texte réglementaire qui va un peu améliorer cette situation, et peut-être il rentre en vigueur en septembre, et qui va peut-être réglementer d'une manière différente cette compétition au niveau des appels d'offres, pour ne pas permettre aux bureaux d'études qui cassent les prix ou là qui bradent les prix de gagner des marchés. Et ça peut-être, c'est une mesure très importante qui va peut-être redonner à ce métier sa valeur qu'il mérite. Donc, bien sûr, j'essaie de m'arrêter pour ne pas m'étaler beaucoup dans des détails, parce que chaque point on peut le travailler ou le discuter dans toutes les dimensions. Une dernière chose aussi sur le plan pratique, c'est que l'ingénieur aussi, et dans notre domaine, il doit être polyvalent. Parce que même s'il a reçu, par exemple, une formation en tant qu'hydraulicien, il peut pas prétendre dans le bureau d'études qu'il ne peut travailler que sur les études de l'hydraulique. Donc, il est poussé à travailler sur l'hydrologie, sur l'hydrogéologie peut-être quelquefois, parfois sur même l'environnement, les études d'impact sur l'environnement. Donc, il a un métier de base, il a une spécialité de base, mais dans le bureau d'études ou surtout dans le bureau d'études, il est contraint d'être polyvalent, de ne pas vraiment rester dans sa spécialité ou dans son option de spécialité, et il doit vraiment couvrir large, et il doit être vraiment assez connaisseur de différentes volets de ce métier des ressources en eau. Et une dernière chose aussi à laquelle il faut parce que j'ai parlé de militantisme, et je parlais de cet aspect un peu patriotiste, donc de l'ingénieur. Je pense qu'il faut aussi rappeler que l'ingénieur ou les métiers de l'environnement en général, ils ne sont pas ce qu'on appelle les high paid jobs, les pays qui payent le mieux. Moi, je dis pas ça pour décourager un peu les gens qui suivent, mais ça, c'est connu. Les gens qui veulent de l'argent et qui veulent bien sûr des revenus très importants, ils vont dans les finances, ils vont dans l'économie, dans d'autres domaines. Mais je pense que l'environnement, c'est pas vraiment un métier dans lequel il faut s'attendre à des prix. Bon, bien sûr, ça dépend du parcours et ça dépend de la carrière, mais en général, donc il faut prendre ça en considération. Mais l'avantage en contrepartie, c'est que tu travailles pour une cause, c'est-à-dire tu défends une cause qui est très importante, même sur le plan comme j'ai dit, de patriotisme, le plan religieux, le plan personnel, c'est vraiment très important de se considérer comme aussi un militant, comme un soldat, donc qui défend l'environnement, qui défend la ressource en eau, qui essaie de contribuer à mettre en place les mesures pour préserver ces ressources en eau, et aussi pour faire face aux problèmes, par exemple, comme on a dit, les problèmes de changement climatique et les impacts de ces changements climatiques. Je pense que je m'arrête là pour qu'on ne passe pas toute la question. Oui, oui, vraiment, vous avez bien tracé vraiment la carte de défis, on va dire les plus importants. Et par rapport à cette question, donc on va dire de salaire peut-être pour ce métier, ou bien les métiers de l'environnement, d'hydraulique, je pense que on peut être bien payé si on intègre peut-être, on va en parler, les outils informatiques, la technologie peut-être, surtout si on avance un petit peu et on propose des solutions qui peuvent être vendues à l'international, eh bien, je pense dans ce cas, on peut vraiment valoriser notre travail pour qu'il soit un petit peu très bien payé. Tout à fait.
Exactement. Ouais. Là, j'ai dit ça, c'est surtout pour que c'est-à-dire les métiers qui sont très bien payés sont connus. Hein. On peut faire du football, on peut être chanteur, mais vraiment aussi à ce domaine, donc il faut vraiment sacrifier. Il faut considérer que tu es dans une position vraiment de défense de la nature, de défense de l'environnement, de défense de cette cause qui est très importante et qui est peut-être en deuxième degré chez les gens qui pensent surtout au développement économique, surtout au développement industriel, etc. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, Saif Samad. Oui. Donc, par rapport au Saif Samad, donc à cette question de défi, donc on peut rajouter une deuxième question. Avant de la poser, donc j'invite les gens qui nous suivent donc de poser leurs questions dans les commentaires pour qu'on puisse y répondre à la fin du webinaire, Inch'Allah. Donc, vous pouvez dès maintenant commencer à écrire vos questions. On en reçoit déjà des questions sur le chat. Eh bien, vous avez cette possibilité parce qu'on est là donc dans un webinaire interactif. On peut répondre à vos questions. D'accord? Donc, ça marche. Par rapport à cette semaine, il y a une deuxième question qu'on peut poser, donc que peut-être les étudiants, les ingénieurs peuvent poser. Voilà, les défis sont là, les challenges sont là. Maintenant, on va dire quelles sont les compétences qui sont un petit peu de plus en plus sollicitées dans ce domaine-là des ressources en eau, de la problématique en eau, et aussi les métiers peut-être, les métiers qui peuvent être les plus demandés pour qu'ils puissent intervenir dans cette grande problématique. C'est-à-dire quelles sont les qualifications là, Oui, les qualifications peut-être techniques et aussi soft skills pour traiter, on va dire, ce problème-là. Oui, je pense pour un jeune ingénieur ou là un ingénieur dans l'école d'ingénieur, en master aussi, on parle aussi de gens de master qui sont en bac plus 5, bien sûr, qui ont l'équivalent d'ingénieur, et bien sûr qui ont, si on veut vraiment être aller dans le détail, ils ont plus d'options dans le métier des géosciences et des ressources en eau que les ingénieurs. Parce qu'ils ont pas mal de masters qui forment dans des spécialités vraiment assez diversifiées et qui répondent à pas mal de questions qui concernent ce domaine des ressources en eau. Je pense en termes de qualité ou de qualification, une première qualité ou qualification du jeune ingénieur, c'est déjà en quelque sorte, on peut dire l'aptitude ou la prédisposition à l'apprentissage. Ça, c'est vraiment très important. Si un ingénieur, il pense que à la fin de sa formation, donc c'est fini l'apprentissage et la formation, bien sûr, je pense que peu d'ingénieurs pensent comme ça, c'est pas ça la réalité. Peut-être c'est le début de l'apprentissage quand tu quittes l'école, quand tu as tu mets le premier pas en dehors de l'école. C'est vraiment c'est à cet instant que tu commences le vrai apprentissage et la maîtrise un peu de ce métier. Et donc, il faut toujours garder cette soif et cette volonté, cette aptitude et prédisposition à apprendre, à être formé, à se former, à s'auto-former, à chercher de l'information, à maîtriser, bien sûr, ou là, à apprendre des nouveaux outils et bien sûr connaissances. En général, en quelque sorte, les qualifications, ils dépendent de la spécialité, mais je peux présumer que l'ingénieur de nos jours doit en quelque sorte impérativement disposer des connaissances ou d'une base à outils, comme vous avez dit, Siouns, les soft skills. Et là, je veux vraiment m'arrêter à ce point et pointer les doigts sur cette question de ce qu'on appelle les nouveaux outils, bien sûr, auxquels l'ingénieur il doit faire appel pour exercer son métier. Et bien sûr, je dis pas quelque chose qui n'est pas connu, mais je veux insister sur ce point. C'est ce qu'on appelle par exemple les logiciels ou les langages de programmation. L'ingénieur, par exemple, maintenant, il doit vraiment maîtriser au moins un langage de programmation. Que ce soit, par exemple, Python ou la MATLAB, bon, peu importe. Mais vraiment maintenant, peut-être à notre époque,
c'était pas vraiment quelque chose de, mais avec les années, je découvrais que c'est devenu vraiment quelque chose de très important. J'ai travaillé avec des bureaux d'études de plusieurs pays européens. Lorsque j'ai fait une mission en Pays-Bas, j'ai trouvé que les ingénieurs hydrogéologues et hydrologues, ils ne travaillent qu'avec Python. Et de là, même avant un peu, donc ça commençait à s'agiter dans ma cervelle cette importance et l'intérêt de ces outils. Pourquoi? On peut parler de pourquoi par la suite, mais maintenant on assiste à une large gamme de données, ce qu'on appelle les big data ou les données de nombreuses sources, et l'ingénieur ne peut pas traiter ou analyser ou exploiter ces données tout en utilisant seulement les outils classiques, donc de Excel, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, s'il ne maîtrise pas ces outils, il va vraiment rester ce qu'on appelle dans l'âge de la pierre, donc utiliser un peu les ressources anciennes, et ça va pas permettre une compétitivité ni un accès à ces big data ou à ces données, on peut dire de grande quantité, qu'offre par exemple la télédétection, qu'offre d'autres technologies qu'on va peut-être traiter par la suite. Donc je pense que la programmation, c'est vraiment très important. Si ce n'est pas appris dans l'école, et je pense quand même ils font quelque chose, mais maintenant je pense personne n'a une raison ou là un prétexte pour dire que je peux pas, parce que tout est maintenant ouvert et accessible sur le web. Donc et bien sûr un apprentissage de telle sorte, il peut se faire d'une façon autonome sans aucun problème. Je dis pas aussi une chose étrange si j'insiste aussi sur les outils de SIG, les systèmes d'information géographique. Donc une maîtrise de ces outils, il est primordial pour un ingénieur dans notre domaine. Donc bien sûr, il est appelé à faire des cartes, à faire de l'analyse en utilisant ces systèmes. Donc il a vraiment besoin de maîtriser ces outils. Et bien sûr, je pense que pas mal d'ingénieurs ils apprennent ces outils dans l'école. Et on a bien sûr des ingénieurs qui sont spécialistes dans le SIG, mais un minimum de connaissance donc de ces outils de SIG, il est primordial, il est vraiment important pour n'importe quel ingénieur lambda. Il y a aussi, en termes toujours d'outils ou dans cette boîte à outils, il y a la télédétection. Donc, je pense à la télédétection, le mode sensing ou les images satellitaires en général. Maintenant, ils offrent vraiment beaucoup de possibilités pour le suivi, ce qu'on appelle spatial et temporel, donc de plusieurs paramètres et éléments physiques, allant peut-être même du suivi du niveau de la nappe, du stockage de la nappe, jusqu'à l'évapotranspiration, l'humidité du sol, la végétation, etc. Donc vraiment, c'est cette force ou ce qu'offre maintenant ces télédétections pour l'ingénieur ou pour le chercheur, il est vraiment inconcevable. Vraiment, c'est une banque de données, une masse de données inimaginable, vraiment qui rend l'ingénieur bien sûr plus performant et qu'il a plus d'éléments, bien sûr, pour suivre son système, pour suivre son bassin versant, pour bien sûr faire les interactions, faire les croisements possibles. Donc, vraiment, la maîtrise de la télédétection, la connaissance en télédétection, elle est très importante. Si tu n'es pas un spécialiste, au moins tu vas pouvoir comprendre et aussi utiliser, exploiter les produits des gens qui travaillent sur la télédétection. Ça, troisièmement, c'est aussi important. Quoi encore? Il y a aussi, je pense, tout ce qui est nouveauté en termes de machine learning, apprentissage automatique ou l'apprentissage de la machine et intelligence artificielle en général. Je pense que via ces langages de programmation, donc l'ingénieur, il doit, dans les ressources en eau, il doit vraiment avoir aussi des connaissances concernant ces aspects. C'est très important et c'est primordial dans son métier, parce que maintenant, moi, si je suis, par exemple, les papiers ou les articles qui sortent dans le domaine, il y a peut-être même 30-40% des approches maintenant qui sont utilisées, ou des méthodologies, ils utilisent l'intelligence artificielle.
Donc, ça devient un outil vraiment très, très important bien sûr, il dote l'ingénieur, il dote le chercheur de plus de performance, plus de possibilités pour faire les traitements, les analyses et bien sûr la modélisation des données dont il dispose. Aussi en termes aussi de soft skills, bon, ça c'est vraiment du hard skills, c'est pas du soft skills, mais bon, restons dans le jargon un peu usuel. Je pense qu'il y a aussi la question de management et de gestion de projet. Je pense à, bien sûr, des connaissances en termes de gestion de projet, en termes de management de projet, en termes de comptabilité, en termes de connaissances des marchés publics, etc. Ça aussi, c'est important et bien sûr, c'est aussi incontournable. Il y a aussi là, je pense, l'aspect qui concerne ce qu'on appelle ces aspects qui concernent les changements climatiques et un peu en général, là, si on veut être plus complet, le développement durable. C'est-à-dire, il faut vraiment avoir des connaissances, avoir du sens un peu de ce développement durable, avoir un peu une conscience de ce que des menaces qu'apportent les changements climatiques sur notre planète et comment et que nous travaillons tous pour un peu être résilients et aussi pour s'adapter à ces impacts. Il faut vraiment avoir c'est plutôt une conscience qu'un skills ou qu'un skill ou qu'un outil ou une connaissance. Donc ça aussi c'est vraiment très important. Et je pense que en général les défis auxquels l'ingénieur fait face, il évolue d'une manière vraiment très constante. Et bien sûr, l'ingénieur aussi, il doit s'adapter. Il doit toujours être, comme j'ai dit au début, en mode d'apprentissage, en mode ouvert pour apprendre de nouvelles choses et ne jamais se renfermer sur lui-même et dire que moi, voilà, j'ai tous les outils, les choses dont j'ai besoin pour répondre aux besoins, aux attentes et aux demandes de mes clients et des gens avec lesquels je travaille. D'accord, Seb Samad, c'est très clair. Seb Samad, donc on peut déjà commencer à répondre aux questions. Donc on a une première question, donc voilà, donc on se demande quels sont vos conseils pour quelqu'un qui cherche son premier job. Donc comment décrocher le premier job, même si une formation donc est programmée dans le MIT Academy, peut-être on traitera ce sujet plus en détail, mais quelle est peut-être votre réponse, Seb Samad, à cette question-là? Comment trouver son premier job. Ouais, ça, il n'y a pas bien sûr, de règles générales, de règles 1, 2, 3. Donc, on trouve un travail. Bien sûr, ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de choses vraiment qui dépendent, par exemple, parfois d'un contexte à l'autre ou qui changent d'un contexte à l'autre. Mais en général, je pense pour préparer son premier job, c'est déjà avant d'obtenir le diplôme. Comment? Première des choses, je pense, un aspect qui est très important et sur lequel les étudiants ils doivent vraiment prêter attention, c'est la question du PFE, du plan du projet de fin d'études. Vraiment, c'est la chose sur laquelle vraiment il insiste ou il voit plus le recruteur dans votre CV. Et ça, vous devez vraiment, même si vous trouvez des difficultés, et je comprends très bien, j'ai contribué dans la formation et dans l'encadrement de plusieurs dizaines d'étudiants, et j'étais étudiant et je sais que c'est pas évident de choisir le PFE qu'on veut et qu'on désire, mais il faut faire de l'effort et essayer vraiment aller le plus loin possible pour trouver un sujet vraiment intéressant dans une boîte dans laquelle tu vas apprendre. Et ça, c'est très important. Il faut pas chercher le facile, chercher les choses qui sont très abordables, trouver un stage, après, bien sûr, aller 1 jour sur 5, avoir un encadrant qui ne demande rien. Ça, c'est vraiment du facile que tu vas payer par la suite. Il faut vraiment choisir un bon PFE. Un bon, c'est pas un terme précis, c'est pas un terme qui est très, on peut dire, qui est très scientifique.
mais un bon, ça dépend de ta spécialité. Mais les critères, ils sont comme ça. Il faut vraiment être dans un milieu où tu vas apprendre, que tu vas être appelé, où il y aura une demande, une pression sur toi pour que tu produises, pour que tu offres des choses. Il faut aussi que ça soit quelque chose de pertinent, quelque chose d'actualité. Il faut que tu passes le maximum, n'essaie pas de terminer rapidement. Il faut vraiment aussi garder de bonnes relations dans ton stage de PFE. Il faut tisser de bonnes relations avec l'encadrant, avec aussi tout le personnel de l'entreprise dans laquelle tu as passé le stage. Donc tout ça, ce sont des ingrédients qui vont faciliter la tâche par la suite, certainement qui vont faciliter la tâche, j'en suis sûr. Et surtout si tu passes le PFE dans un sujet ou dans un domaine dans lequel tu vas continuer ou poursuivre le travail par la suite. Donc ça, c'est primo, c'est vraiment avant l'obtention du diplôme. Après, conseil que je donne toujours aux jeunes ingénieurs, c'est de ne pas chercher le salaire, le grand salaire au début. Au début, tu cherches la formation, tu cherches l'apprentissage, tu cherches la bonne boîte, tu cherches les projets prometteux, tu cherches vraiment quelque chose qui te challenge. À l'âge de 23 ans, il faut pas penser maison, voiture. Ça c'est vraiment très, on peut dire primitif, très, c'est pas encore le moment. Il faut vraiment se concentrer sur la formation, se concentrer sur l'apprentissage. Si tu gagnes pas vraiment autant dans le début, tu vas gagner mieux, tu vas gagner bien par la suite parce que tu as ta place, tu as ton expérience qui va te défendre, tu as tes outils, tu as tes connaissances, tes contacts, ton carnet d'adresses qui vont te pousser vers là. Donc ça, c'est en quelque sorte des conseils un peu rapidement, mais le PFE est aussi tenter vraiment même au début ne pas regarder trop la question du salaire, mais l'apprentissage. Et il y a aussi la question de si tu trouves pas de travail, il faut faire des stages, il faut faire des certificats, il faut remplir le vide. Ne laissez jamais le vide dans vos CV, parce que le vide c'est un danger qui va compromettre peut-être vos entretiens par la suite, qui va aussi poser des défis devant vous ou des obstacles devant vous dans votre carrière scientifique par la suite. D'accord, Samad. Donc, on prendra une deuxième question ici posée en anglais. According to your expertise, do you think there is enough groundwater and aquifers to support the creation of more irrigated perimeters? And what do you think in general of the management of these zones? Are they the solution for the water problem? Donc, pour résumer un petit peu cette question, donc, elle est posée donc, pour les aquifères, pour on va dire, les eaux souterraines. Donc, est-ce qu'ils sont suffisants pour traiter, on va dire, les périmètres irrigués? Et quelle est votre opinion par rapport à ça? Il n'y a pas, à la question, je réponds, certainement, il n'y a pas assez d'eau pour déjà répondre aux besoins actuels, à la demande actuelle. N'en parlons pas, bien sûr, de création de nouveaux périmètres. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'over-exploitation ou l'over-development des bassins versants ou des watersheds. Ça, c'est un problème majeur dans cette vraiment suraménagement, ce qu'on appelle un suraménagement des bassins versants, avec beaucoup de demandes, périmètres irrigués, grande hydraulique, PMH, irrigation privée, etc. Et tout ça, bien sûr, ce n'est pas compréhensible si je veux me limiter à cette qualification. Mais bien sûr, on n'a pas assez d'eau maintenant pour déjà subvenir aux besoins actuels. Et bien sûr, on peut pas parler de création de nouveaux périmètres. Et ça, c'est un sujet très vaste. Et bien sûr, on peut pas traiter en détail maintenant. Mais je pense les ressources en eau souterraine maintenant, ils souffrent. Et le danger, et le grand danger maintenant, c'est qu'on est en train de passer aux couches, aux aquifères, ce qu'on appelle les aquifères profonds,
parfois fossiles, qui sont très lentement ou là, très difficilement rechargeables ou renouvelables, mais qui demandent parfois des siècles pour être renouvelés. Et ça, c'est pas seulement les richesses des générations futures, mais c'est vraiment un danger. Et ce sont des eaux stratégiques en fait qu'il faut vraiment laisser pour le futur et laisser pour les générations futures. Mais déjà, on commence à les toucher, on commence à les exploiter, et on parle pas bien sûr de nappes phréatiques, comme j'ai dit au début, donc ils sont déjà très surexploités et ils connaissent vraiment beaucoup de problèmes de surexploitation notamment et de détérioration de qualité aussi en deuxième lieu. D'accord, ça c'est très clair. Donc pour revenir un petit peu au sujet, pour traiter quelques points avant de conclure, Sebsamad, donc vous faites des activités de recherche. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Quelles sont vos recherches actuelles dans la matière donc de la problématique de l'eau, et aussi quels sont peut-être les outils ou bien les nouvelles technologies que vous envisagez dans ces recherches-là? Voilà, ça c'était une grande question. Ouais. Alors, comme on a dit, peut-être on peut programmer d'autres rencontres. Oui, pour aller bien sûr. De question par question. Mais je pense en termes de technologie, on a touché en quelque sorte quelques mots concernant quelques technologies et quelques aspects. Mais pour un peu synthétiser, donc il y a beaucoup de technologies maintenant qui facilitent ou là, qui aident le chercheur maintenant et l'ingénieur, bien sûr, pour exercer son métier et aussi pour être plus performant dans son métier. Et je pense parmi les outils, c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, il y a la télédétection, donc qui permet vraiment une visualisation, un suivi spatial et temporel très précis, donc de notre système, des différents systèmes étudiés, des systèmes bien sûr naturels étudiés. Il y a aussi ce qu'on appelle les IoT, l'intelligence of things, l'intelligence des objets, ou les Internet en quelque sorte, pas intelligence, Internet des objets, Internet of Things. Ça c'est les capteurs connectés qui permettent vraiment d'être utilisés pour surveiller en temps réel beaucoup de phénomènes naturels. Et si on parle de phénomènes naturels, il y a bien sûr le niveau d'eau, la qualité de l'eau, la météo. Vraiment, cet IoT ou cet Internet of Things, il permet vraiment d'assurer une collecte de données d'une manière très massive et il permet bien sûr par la suite d'assurer une bonne compréhension des ressources en eau et des besoins pour la gestion. Donc, il y a l'IoT, il y a la télédétection. En termes de technologie, il y a l'intelligence artificielle, comme on a dit, donc c'est pas la peine de redire ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, il y a les big data, aussi on en a parlé tout à l'heure. Donc, cette IoT et télédétection, elle permet d'avoir ou de s'acquérir vraiment de quantités de données qui sont très, très importantes. Et je pense que la gestion de ces big data et ces big data en elles-mêmes, ils permettent vraiment de gérer, analyser les données hydrologiques historiques, aussi actuelles, même aussi, donc il y a les projections pour le futur, et tout ça c'est pour mieux comprendre les schémas et les tendances à long terme. Il y a aussi les systèmes d'information en général et les systèmes d'information géographique. Ça aussi c'est des moyens performants, surtout maintenant avec les capacités de calcul dans des ordinateurs et des machines de travail. Je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a aussi les nouvelles technologies en termes d'irrigation, ce qu'on appelle l'irrigation de précision, pour bien donner la plante ou la culture les besoins précis, tout en tenant compte bien sûr de la météo de la journée. Ça c'est vraiment très très important. Il y a des technologies qui datent un peu, par exemple l'utilisation du goutte à goutte, malgré que ça représente pas mal de problèmes et de contraintes. Il y a l'utilisation des drones. Si on parle de télédétection, c'est comme le savent très bien les spécialistes, donc utilisation des satellites, mais aussi utilisation des drones pour être
plus près, bien sûr, du système étudié, pour avoir plus de la précision, une résolution meilleure, etc. Et ces drones, vraiment, c'est un apport très, très important dans le domaine des ressources en eau. Il y a aussi les technologies qui concernent le dessalement de l'eau. Donc, et ça, certainement, vous avez entendu parler des projets à Jorge Sfar, à Asfi, à Shtouka Etbaha, bientôt à Casablanca, à Lyon, il y a plusieurs années, etc. Donc les technologies de dessalement ou là de dessalination, là de dessalement de l'eau, donc il évolue donc d'une manière vraiment très significative d'une année à l'autre. Et je pense dans ce sens, il y a aussi l'utilisation de la nanotechnologie. Donc dans ce sens, en plus des techniques maintenant habituelles, usuelles, l'osmose inverse, etc. Donc il y a maintenant beaucoup de nouvelles découvertes, surtout en matière d'utilisation de la nanotechnologie. Et il y a aussi les technologies qui concernent la réutilisation des eaux, déjà le traitement des eaux usées, des eaux usées et la réutilisation de ces eaux. Et l'avantage du dessalement, la réutilisation, c'est que il constitue ce qu'on appelle les ressources en eau non conventionnelles. C'est-à-dire ce sont des ressources vraiment qui permettent un peu d'aider ou d'apporter plus de ressources à ce qu'on appelle les ressources en eau conventionnelles, qui sont les ressources en eau de surface, les ressources en eau souterraine, la pluie, etc. Donc tout ça, ce sont les ressources conventionnelles. Et si on dessale plus, si on met en place, on instaure des solutions de réutilisation et aussi de traitement et de réutilisation des eaux usées, tout ça, ça permet d'assurer une offre supplémentaire qui va bien sûr conforter et qui va aider bien sûr à répondre aux besoins qui sont de plus en plus importants, qui sont en constante évolution. Donc tout ça, ce sont des technologies vraiment je pense le champ il est très large. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses qui évoluent et bien sûr l'apport, que ce soit du chercheur ou de l'ingénieur, il est crucial. Et si je veux répondre à votre question, comment peut-être l'ingénieur ou quels sont les domaines de recherche qui sont les plus pertinents aujourd'hui et auxquels bien sûr qui peuvent bénéficier à l'ingénieur, mais sur lequel il travaille déjà ce qu'on appelle sur lesquels travaille déjà le chercheur. Déjà, je peux dire un mot, c'est que l'ingénieur en général, il a en quelque sorte pour mission, d'une manière générale, d'exploiter ou d'exploiter ce que le chercheur il produit. Et vraiment, l'ingénieur il ne peut pas se substituer au chercheur, mais il doit juste assurer une veille sur ce qui est produit par la recherche. C'est-à-dire assurer une veille, c'est-à-dire être vraiment toujours à jour par rapport à ce qui sort ou par rapport à ce qui est proposé par la recherche. Parce que l'un des problèmes majeurs auxquels on assiste, c'est qu'il y a un gap entre ce que fait le chercheur. Donc le chercheur, il est toujours en train de chercher ou en train de proposer de nouvelles solutions, d'inventer des choses, mais le problème c'est que il n'y a pas la jonction, il n'y a pas le lien pour que l'ingénieur il utilise ces produits, il utilise cette information, il utilise cette connaissance, cette nouvelle connaissance qui est produite par le chercheur. Donc vraiment bridger le gap ou vraiment faire ce lien, souder ces deux parties, c'est vraiment très important parce que vraiment ce sont des vases communicants, ces deux métiers, l'ingénieur et le chercheur, et chacun bien sûr, parce que l'ingénieur il amène au chercheur les grandes questions auxquelles il fait face pour la gestion par exemple des ressources en eau, et c'est au chercheur de mener ces recherches dans les laboratoires, dans la réflexion, dans l'analyse des données pour répondre aux besoins de l'ingénieur. Donc vraiment, il y a une communication continue, une communication constante pour que les métiers des deux soient efficients. S'il n'y a pas cette communication, vraiment chacun travaille
dans son coin et on va pas vraiment parvenir à une optimisation du travail de chacun. Donc l'ingénieur, il doit vraiment être en veille et poser les questions et transmettre les questions au chercheur. Et le chercheur, il doit bien sûr aussi répondre à ces questions, essayer de répondre à ces questions. Et aussi, il faut peut-être une entité tiers qu'elle trouve le moyen pour vulgariser ce que trouve l'ingénieur ce que trouve le chercheur auprès de l'ingénieur. Ça aussi, je pense, c'est très important parce que pour être réaliste, l'ingénieur d'aujourd'hui ou l'ingénieur en général, il n'a pas le temps pour faire la recherche lui-même. Il n'a pas le temps pour repenser ou pour vraiment discuter trop les approches, les méthodologies, les codes, les logiciels, les codes derrière les logiciels. Il peut pas, il n'a pas le temps, il n'a pas le privilège, il n'a pas le confort, le luxe pour faire ça parce qu'il est vraiment poussé par la charge, comme on a dit au début. Il a beaucoup il vit le quotidien. Et si le chercheur n'assure pas cette mission de fourniture donc de la connaissance à l'ingénieur, et si l'ingénieur ne se sert pas de ce que fournit le chercheur, donc on aura un problème. Donc il faut vraiment penser la question comme ça. Il y a vraiment une complémentarité entre les deux. Ce sont des vases communicantes, les deux métiers, et je pense que il faut vraiment combler cette lacune entre les deux domaines ou les deux métiers pour assurer une vraie réponse aux problématiques, aux grandes problématiques auxquelles fait face le domaine des ressources humaines. Et bien sûr, je pense qu'on a assez cité donc les problématiques auxquelles fait face le domaine des ressources humaines. Oui, voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Donc les enjeux, les défis sont là, on va dire les compétences à développer, les outils à apprendre, les choses à maîtriser, les soft skills, on va dire les défis, les profils aussi. Donc on a cité, c'est-à-dire implicitement plusieurs profils qui sont sollicités, un ingénieur en assainissement dans les barrages d'ailleurs. Donc le 5e webinaire sera sur les barrages avec un spécialiste. On a l'environnement, on a donc tout ce qui est ressources en eau, tout ce qui est donc modélisation, tout ce qui est SIG, tout ce qui est programmation, peut-être donc recherche dans ce domaine des nouvelles technologies appliquées, donc que ce soit à l'irrigation ou bien à la préservation de cette ressource, donc dans tous ces aspects, beaucoup de choses. Maintenant, il reste juste la question de la formation, il faut juste se préparer, entraîner la matière grise, avoir les compétences. Il y a du boulot. Lorsqu'on a surtout, moi je vois que c'est deux, surtout l'énergie, l'eau, vraiment des métiers infinis et du boulot infini pour tous les ingénieurs, tous les spécialistes du domaine. Sam, est-ce qu'on peut conclure avec cette question de la formation? Quel est votre avis par rapport à la formation? Vos conseils peut-être aux jeunes ingénieurs, aux bureaux d'études, aux sociétés? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce sens? Oui. Si ça peut-être c'est une continuité des questions avant. Je pense que bien sûr, l'ingénieur il doit être toujours ouvert à la formation. Bien sûr, il doit assurer une auto-formation et il doit toujours continuer à apprendre de nouvelles choses, à s'acquérir de nouveaux outils, bien sûr à maîtriser des logiciels et surtout de modélisation hydrologique, hydrogéologique. Donc il faut qu'il soit vraiment à jour. Et bien sûr, comme on a dit, donc l'ingénieur il n'a pas toujours le temps parce qu'il ne peut pas passer toute la journée en travaillant et le soir il va encore chercher. Pour être réaliste, c'est pas évident. Donc c'est à l'employeur en quelque sorte d'assurer vraiment une formation en continu à son staff ou à ses employés. Et ça, je pense, c'est une nécessité. Et si un employeur, si un bureau d'études, notamment un bureau d'études par exemple, il veut rester compétitif, il faut vraiment assurer une formation en continu de ses employés. Il faut vraiment essayer toujours au moins par exemple 2-3 semaines par an par exemple d'essayer de soit inviter des formateurs, soit les envoyer à des formations et surtout bien sûr dans les outils, ce qu'on appelle les soft skills,
Donc, pour tout le personnel, les outils informatiques, l'intelligence artificielle, les outils de programmation, la télédétection, le SIG, un peu les langues aussi, la question de gestion de projet, la question aussi des aspects, j'ai oublié tout à l'heure de mentionner les aspects, ce qu'on appelle réglementaires et institutionnels qui concernent l'eau, parce que cet aspect il est très important. Il faut vraiment, pour l'ingénieur qui travaille dans le domaine, il doit avoir vraiment une maîtrise, une vraie connaissance des instances et aussi des outils réglementaires et institutionnels qui sont utilisés. C'est-à-dire, il doit avoir quand même une bonne connaissance des lois sur l'eau, une bonne connaissance des lois sur l'environnement, les institutions et les parties prenantes qui sont impliquées dans ce domaine, comment ils interviennent, quels sont les pouvoirs dont ils disposent. Donc, tout ça, c'est aussi très important. Et bien sûr, des formations peuvent être aussi assurées dans ce sens pour le personnel du bureau d'études. Il y a aussi la question de gestion de risque aussi, donc pour la formation concernant cet aspect qui est très important. Bon, bien sûr, sur les nouvelles outils pour la gestion de la sécheresse, les inondations, les tremblements de terre, les feux de forêt. Donc tout ça, bon, ça, peut-être on déraille un peu sur le domaine, mais c'est très important de vraiment d'être vigilant et aussi d'être en veille concernant toutes les nouveautés qui sortent et vraiment être à jour pour pouvoir, comme j'ai dit, être compétitif déjà d'une manière, sur un plan, comment dire, un plan pragmatique, mais aussi pour essayer d'être performant et de répondre, d'avoir vraiment, d'être bien outillé pour apporter les bonnes réponses et les bonnes solutions, bien sûr, aux différentes problématiques auxquelles, bien sûr, l'ingénieur ou le chercheur il est confronté. Oui, c'est très clair, c'est Samad. Vraiment, c'était un webinaire très très riche, c'est Samad. Donc vraiment, vous avez vraiment cité beaucoup de choses, beaucoup de points extrêmement intéressants. Peut-être qu'on trouvera pas c'est-à-dire dans d'autres parts vraiment collecté ici, résumé et voilà, et on a une mind map quand même claire. Il faut juste l'appliquer, il faut juste voilà faire un plan pour son apprentissage, pour sa formation. Vraiment c'est très très utile et j'espère que notre chère audience a profité de cette discussion. Donc merci beaucoup Samad. Merci beaucoup Younes. Je félicite et je salue encore une fois ton initiative et ce programme riche d'invitations d'experts, de gens qui travaillent dans le domaine pour parler aux étudiants et aussi aux jeunes ingénieurs. Donc, c'est un plaisir aujourd'hui d'être parmi vous et de pouvoir, j'espère que j'ai réussi un peu à partager un peu mon retour d'expérience. Et je suis toujours, bien sûr, à disposition pour s'il y a des questions déjà aujourd'hui, ou aussi des jeunes ingénieurs ou des étudiants veulent me contacter sur LinkedIn. Et aussi, je reste à la disposition aussi de Meet Academy s'il y a d'autres, Inch'Allah, d'autres rencontres. Et félicitations pour avoir déjà cet esprit et avoir cette motivation pour donner un produit de telle sorte dans un contexte vraiment qui permet pas aux jeunes ingénieurs que tu l'aies d'avoir le temps et bien sûr le confort pour penser de cette façon. Merci beaucoup aussi. Merci beaucoup, Samad. Bien sûr, donc on aura d'autres rencontres, Inch'Allah, par la suite, peut-être dans des formations, dans d'autres événements organisés par Meet Academy, donc toujours dans le but de servir les ingénieurs, les jeunes ingénieurs, donc toujours dans ce but, dans cette initiative. Et aussi, donc, pour toute l'audience, essayez peut-être de suivre donc les anciens lives, donc on va les partager. Donc on a déjà partagé quelques-uns donc sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi nous suivre sur la page LinkedIn, sur Telegram, la chaîne officielle de Meet Academy sur Telegram. Essayez de s'abonner, de partager avec votre réseau, de parler de ça autour de vous. Donc ce serait toujours un point peut-être ceux qui posent la question sur le job. Donc essayez d'être actif sur les LinkedIn, de partager comme on a dit dans l'ancien live avec Ismaël, donc show your work
il faut montrer son travail, il faut montrer les événements auxquels vous assistez, les webinaires auxquels vous assistez. Vous pouvez même résumer les points cités dans ce webinaire et les partager, pourquoi pas. Ça serait toujours donc on va dire une contribution de votre part pour enrichir donc on va dire ce travail. Et je vous donne rendez-vous donc pour le prochain live. Bien sûr, on ne peut pas finir ce live avant de dire un mot sur bien sûr la préservation de cette ressource qui est l'eau. Donc bien sûr, il y a le chercheur qui fait son travail, il y a l'ingénieur, il y a les infrastructures qui sont construites, mais toujours il faut garder ce mindset de préserver l'eau, de voilà donc voilà, essayer de contribuer à sa préservation, et il faut être conscient de cette problématique et aussi sensibiliser, que ce soit sa famille, que ce soit on va dire la communauté entière. Bien sûr, ça c'est un autre sujet. Je sais que Chef Samad peut nous aider beaucoup dans ce sens de préservation, d'action, mais peut-être ça sera pour un autre événement, Inch'Allah, Chef Samad. Inch'Allah, pourquoi pas. Inch'Allah, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon courage et on se donne rendez-vous, Inch'Allah, dans le prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci encore.